Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du commandante, qui est avec Fidel Castro l'autre visage de la révolution cubaine. Che Guevara, figure de guerrieros, devenu martyr puis icône romantique. Vous voulez en savoir plus sur Che Guevara? Venez avec moi. Que reste-t-il du commandante abattu le 9 octobre 1967 à 39 ans d'une rafale de fusils mitrailleurs en Bolivie sur ordre du président de ce pays? 20 ans plus tard, Fidel Castro dira de son ancien compagnon de guérilla: le Che a eu le privilège, comme il l'a toujours pressenti, de mourir jeune. Nous qui vivons, nous n'avons pas eu le privilège de l'éternelle jeunesse, mais nous avons eu celui de l'éternelle fidélité à nos idéaux. Les idéaux castristes ont privé les Cubains de liberté pendant plus de 50 ans. Mais ses propres convictions révolutionnaires, le Che, connu pour son caractère intraitable, son franc-parler de franc-tireur et son mépris des codes, il les a assumés jusqu'au bout. Ce jeune homme de bonne famille argentine, né le 14 juin 1928 d'un père architecte d'origine irlandaise, Ernesto Guevara Lynch, et d'une mère, Celia de la Cerda, bourgeoise bohème avant l'heure, aurait pu profiter durant toute son existence de sa position sociale privilégiée. Aîné d'une fratrie de 5 enfants, Ernesto est secoué à l'âge de 2 ans par une première crise d'asthme, ce mal qu'il combattra durant toute sa vie. Pourtant, faut-il l'élever dans la ouate ou le jeter dans le cours de la vie? Célia de la Cerda, sa mère, choisit la seconde option et insuffle donc à son fils, elle qui ne cache pas ses opinions libérales voire libertaires, le goût de l'aventure, du risque et de la provocation. Contraint au repos pendant ses crises d'asthme, il dévore les livres de la bibliothèque familiale et joue aux échecs avec un sérieux impressionnant. Ce pragmatique a la volonté de faire, se destine, comme son meilleur ami Alberto Granado, à la médecine. Justement, avant de terminer ses études, Ernesto se lance avec lui de janvier à juillet 1952 dans une traversée de l'Amérique latine. Au cours de ce voyage, ils font une longue halte au Pérou, escaladent le Machu Picchu et soignent une colonie de lépreux. Leur patient reconnaissant les aide à construire un radeau de fortune, le Mambo Tango, avec lequel ils descendent l'Amazone. Outre la fraternité, les deux amis ont aussi découvert au cours de leur périple le sort des autochtones, dépossédés de leurs terres et de leurs exploitations par des compagnies américaines. C'est là, devant le spectacle de la misère, qu'Ernesto Guevara forge sa haine contre l'impérialisme. De retour en Argentine, il obtient haut la main son diplôme de médecine et repart. Direction la Bolivie, puis le Pérou, l'Équateur et le Costa Rica. C'est dans ce dernier pays qu'il entend parler de la tentative d'insurrection menée le 26 juillet 1953 par un certain Fidel Castro à Santiago de Cuba pour renverser le dictateur Batista. Ernesto Guevara, quant à lui, se rend au Guatemala, puis en septembre 1954 au Mexique, où il poursuit ses recherches médicales en allergologie et son activité de photographe et de journaliste. Il y gagne le surnom de Che, dont il fera comme un titre de noblesse et qui a pour origine un tic de langage propos argentin qui ponctue le début et les fins de ses phrases. La photo a toujours été une passion pour Che Guevara, à laquelle il s'est donné au cours de ses voyages, et le métier de photographe ambulant qu'il a pratiqué à Mexico sera l'un de ses nombreux gagne-pains pendant ses tribulations de jeunesse en Amérique latine. Elle aura aussi un rôle essentiel dans la constitution de sa légende de son vivant et surtout après sa mort. Le 5 mars 1960, un photographe alors inconnu, Alberto Diaz Gutiérrez, dit Corda, assiste au meeting de protestation organisé par Castro après l'explosion meurtrière du navire français La Courbe, chargé d'armes belges destinées au régime castriste. Les États-Unis sont soupçonnés d'avoir organisé l'attentat. Soudain apparaît dans le viseur de l'objectif le Tché, coiffé de son béret étoilé, le visage sévère et l'œil sombre. Corda prend 2 photos coup sur coup. Le cliché guerrieros héroïco fera le tour du monde. Il continue d'orner toutes sortes de supports sans rapport avec l'idéal politique du commandante. Quant aux photographies prises par Freddy Alporta dans le lavoir de Valangra en Bolivie, montrant le corps gisant d'Ernesto Guevara, ses yeux grands ouverts face à la mort et son léger sourire, elles ont hissé le Tché au rang de martyr de la cause marxiste et lui ont conféré une dimension de Christ rouge. En juillet 1955, c'est la rencontre à Mexico avec Fidel Castro. Un coup de foudre en somme.
Fidel Castro mesure son intelligence. Ernesto Guevara admire l'homme d'action. Castro veut débarquer à la tête d'un corps expéditionnaire à Cuba et demande au Che d'en être le médecin. Ernesto, qui s'est marié avec une indienne du Pérou farouchement marxiste, vient d'être père. Bien qu'il fonde devant la petite Idilta, Guevara sait que rien ni personne ne l'empêchera de faire la révolution armée dont il rêve. Mais la police mexicaine poursuit les activistes cubains et arrête le 20 juin 1956 Castro, Guevara et leurs compagnons. Faute de preuves, ils sont relâchés un mois plus tard et reprennent dans l'ombre leurs préparatifs. Le 2 décembre 1956, une vieille embarcation de 13 mètres avec à son bord 82 hommes armés s'échoue sur un haut fond au sud de Cuba. Repérés avant même leur arrivée, les rebelles parviennent à gagner la Sierra Maestria pour s'y réfugier, mais 3 jours plus tard, ils sont surpris par une attaque de l'armée régulière. Le Che, blessé, fait partie des rescapés qui réussissent à gagner la forêt tropicale. L'armée révolutionnaire réunifiée, comme il l'appelle avec humour, compte exactement 18 hommes. Fidel Castro reçoit un journaliste du New York Times et lui fait croire à la présence de plusieurs bataillons surarmés. Che Guevara est prié de ne pas se montrer. Son image d'extrémiste anti-impérialisme risque de nuire à l'impact médiatique recherché. Rassurer les États-Unis en leur montrant que la rébellion cubaine anti-impérialiste n'est pas anti-américaine, pour autant, est l'un des buts de cette médiatisation orchestrée de main de maître. L'interview, publiée sur 3 colonnes à la une, a un formidable retentissement aux États-Unis comme à Cuba. Cette fois, la rébellion s'organise pour de bon avec le soutien de la population locale. Selon le principe de base de la guérilla, mort et fuit, des attaques éclairs sont lancées contre l'armée de Batista. Le Che se jette avec intrépidité dans les combats. Il réussit, comme lui a demandé Fidel Castro, à rallier à la guérilla tous les mouvements de l'île opposés à la dictature. En juillet 1957, promu au grade de commandant à 29 ans, il se réjouit de ne plus avoir à faire le médecin. De nature impulsive, souvent cassant, il apprend à se maîtriser et devient un chef de guerre respecté, exigeant de lui-même ce qu'il demande à ses hommes et ne s'accorde aucun privilège. Mais la victoire n'est pas encore à portée de main. Les rebelles se scindent en deux. Fidel Castro et son frère Raoul conduisent des opérations dans l'est de la Sierra Maestria, le Che dans l'ouest. En mai 1958 débute l'offensive des forces gouvernementales contre les rebelles. Ces derniers se battent à 10 contre 1, mais ont une connaissance parfaite du terrain. En août, enfin, le rapport de force s'inverse définitivement. Le 2 janvier 1959, le Che et Camillo Cienfuegos conquièrent la Havane. Les exploits militaires du commandante ont attiré sur lui l'attention de la presse, cubaine et internationale. Mais il n'entre pas le premier dans la capitale. Un étranger, même proche de Cuba, ne peut recevoir la reddition des forces armées. C'est donc Cienfuegos qui revient cet honneur. Sans état d'âme, le Che dirige les exécutions de 200 hommes de Batista, des tortionnaires, d'opposants condamnés à mort au sein des tribunaux révolutionnaires. À peine a-t-il divorcé de sa femme, puis s'est-il remarié avec une jeune institutrice rencontrée pendant les combats dans la Sierra, qu'il entreprend en juin 1959 une tournée en Europe, en Asie et en Afrique. À son retour, il est bombardé directeur de l'Institut national de la réforme agraire et gouverneur de la Banque nationale de Cuba, alors que s'engagent des nationalisations et que Castro se rapproche de plus en plus de l'Union soviétique. Les États-Unis décrètent en octobre 1960 un premier embargo contre l'île. Le Che poursuit son tour du monde, cette fois dans les pays communistes. Le voici en URSS pour obtenir l'aide économique et militaire du président Khrouchtchev. Il apprécie l'accueil chaleureux, beaucoup moins les fougueuses embrassades à la russe. Pris par surprise une première fois, il gardera ensuite prudemment son cigare entre ses lèvres serrées pour décourager toute nouvelle tentative. En Chine, Mao Tse-tung, son idole, le reçoit à bras ouverts. Emporté par son enthousiasme, le Che déclare que la Chine est un modèle pour Cuba. De quoi faire s'étrangler les dirigeants soviétiques. Sans doute rappelé à l'ordre par Castro, Guevara rectifie le tir. À l'étape suivante, en Corée du Nord, où il assure que grâce à l'intersection de Cuba, les différences entre Moscou et Pékin vont s'amenuiser. Le 1er janvier 1961, jour de la fête nationale cubaine, les chars soviétiques défilent à la Havane.
Le 3, les États-Unis rompent leurs relations diplomatiques avec l'île. Devenu ministre de l'Industrie, le Tché met en œuvre sa conception du développement industriel. Elle vise l'accroissement de la richesse nationale et non individuelle, sans recourir aux lois du marché. Toutes les énergies doivent être mobilisées, y compris celles des femmes. Une autre révolution dans un pays à la culture machiste fortement enracinée. Il se proclame marxiste. L'est-il vraiment? Oui, mais à sa manière, en électron libre. Lui qui n'a jamais adhéré au Parti communiste cubain, pas assez rouge à ses yeux. Guevara place l'homme nouveau, au cours de son idéal révolutionnaire contrairement soviétique, pour qui prime la lutte des classes. Le radicalisme et l'activisme du Che, mais aussi sa popularité auprès des Cubains, agacent les membres du Parti socialiste populaire, devenu le Parti communiste cubain en 1965. Après l'échec du débarquement dans la baie des Cochons et la crise des missiles de Cuba, c'est un lobby anti-Che qui entoure Castro et se dresse face à lui. Le point de rupture est atteint après le discours d'Alger en février 1965, lors d'un séminaire afro-asiatique. Il accuse les pays socialistes et en premier lieu l'URSS d'être les complices de l'exploitation impérialiste du tiers-monde. Cette bombe, reprise par tous les médias étrangers, provoque la fureur des soviétiques, qui demandent sa mise à l'écart de la scène politique cubaine. En outre, le Che s'est exprimé sans l'aval de Fidel Castro. De toute façon, El Comandante ne souhaite pas rester à Cuba. Lui, le pur, le saint juste de la révolution marxiste, rêve de l'exporter dans toute l'Amérique latine et en Afrique. Castro ne cherche pas à le retenir. Le Che arrive ainsi en Bolivie sous une fausse identité en novembre. Le 8 octobre 1967, il y livre sa dernière bataille. Lâché par le Parti communiste bolivien, abandonné par Cuba, qui, il l'a compris, n'enverra aucun secours, le voici prêt à s'emporter sa plus belle victoire, celle de la postérité. Comme on l'a vu, Ernesto Guevara est un révolutionnaire et internationaliste argentin, ainsi qu'un homme politique d'Amérique latine. Il a notamment été un dirigeant de la révolution cubaine, qu'il a théorisé et tenté d'exporter sans succès vers le Congo, puis la Bolivie, où il trouvera la mort. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.